Une annonce des plus surprenantes au Burundi. Le président Nkurunziza affirme qu'il ne sera pas candidat à sa succession en 2020. C'était dans un discours après avoir promulgué la nouvelle constitution. Des dizaines de personnes sont détenues au secret, sans avocat ni droit de visite, par les services de sécurité en République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce que dénoncent les défenseurs des droits humains. Cinq personnes ont été tuées mercredi soir à coups de machette et de couteau dans l'extrême nord-est du Mozambique. C'était lors d'une nouvelle attaque attribuée aux islamistes. C'était là le sommaire de cette nouvelle session de l'information sur Sika. Bienvenue, bonsoir. Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, annonce qu'il ne sera pas candidat à sa succession en 2020. C'était dans un discours prononcé après avoir promulgué une nouvelle constitution qui lui donnait pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Images et sons. Pierre Nkurunziza déjoue tous les pronostics avec sa déclaration jeudi. En tant que visionnaire du CNDD-FDD, nous informons les Burundais et la communauté internationale que nous n'irons pas à l'encontre de ce que nous avons promis. Mon mandat prendra fin en 2020. Je m'engage et je me prépare bien avec tout mon cœur, tout mon esprit et toutes mes forces de soutenir un nouveau président que nous allons voter en 2020. Ce discours a été lu par le président burundais devant plusieurs milliers de personnes, les autorités du pays et le corps diplomatique. L'autorité a à l'occasion rappelé avoir promis lors de son investiture en 2015 de ne pas chercher à se maintenir au pouvoir à l'issue de son troisième mandat. À ce propos, il assure, en tant que guide du CNDD-FDD, parti au pouvoir, ne pas revenir sur sa parole. À le croire, la nouvelle constitution n'a pas été taillée sur mesure pour lui, comme le disent ses détracteurs. Le président burundais Pierre Nkurunziza a promulgué jeudi dans son palais de Gitega une nouvelle constitution controversée, adoptée le 17 mai par référendum et qui lui ouvre la possibilité de rester au poste jusqu'en 2034. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis l'annonce de la candidature controversée de Nkurunziza à un troisième mandat en avril 2015. Militants pro-démocratie, opposants, suspects, des dizaines de personnes sont détenues au secret, sans avocat ni droit de visite, par les services de sécurité en République démocratique du Congo en cette période d'incertitude politique. C'est en tout cas ce que dénoncent des défenseurs des droits humains dans le pays. Les images. Au total, une centaine de personnes sont détenues au secret dans tout le pays. D'après l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, qui parle de 17 détentions à l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, à Kinshasa et d'une cinquantaine dans le nord et le sud Kivu. L'avocat et les familles des 5 militantes pro-démocratie détenues depuis fin décembre avaient demandé récemment devant la presse leur libération ou leur comparution devant un juge compétent. Ils avaient été interpellés alors qu'ils sensibilisaient des citoyens congolais sur la marche des catholiques du 31 décembre 2017, demandant au président Joseph Kabila de s'engager à quitter le pouvoir. D'après leurs familles et leurs avocats, ils étaient détenus dans les locaux de l'ANR, l'un des piliers sécuritaires de la RDC. Le Bureau conjoint des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, ne donne pas de chiffres, mais affirme: dans la plupart des cas, dès que nous commençons les plaidoyers, les gens sont transférés devant la justice ordinaire. Les activistes de Filimbi font partie des centaines d'activistes pro-démocratie et défenseurs des droits humains, de journalistes et de dirigeants et partisans de l'opposition politique qui ont été arrêtés depuis 2015. De nombreuses personnes ont été détenues au secret pendant des semaines ou des mois sans que des chefs d'accusation aient été formulés à leur encontre et sans accès à leur famille ou à des avocats, dénonce l'ONG Human Rights Watch. Human Rights Watch et l'ACAJ rappellent qu'en vertu du droit congolais, toute personne détenue a le droit à un avocat dans les 48 heures.
La Cour internationale de justice a renvoyé la France et la Guinée équatoriale dos à dos ce mercredi. Ceci en rendant un arrêt dans le bras de fer engagé après les poursuites françaises à l'encontre du vice-président équato-guinéen Théodorine Obiang. Celui-ci est accusé d'avoir mené un train de vie somptueux avec des fonds publics de son pays. La Cour internationale de justice a tranché mercredi le différend entre la France et la Guinée équatoriale qui entretiennent des relations tendues après la condamnation par un tribunal français du vice-président équato-guinéen Théodorine Obiang pour avoir mené un train de vie somptueux avec des fonds publics. Portant le différend devant la Cour internationale de justice, la Guinée équatoriale a accusé Paris de violer l'immunité diplomatique de son vice-président et demandé la suspension des poursuites. La Cour, qui s'est déclarée incompétente sur ce point, avait refusé cette requête et laissé libre cours à la justice française. La Cour, 1, par 11 voix contre 4, retient la première exception préliminaire soulevée par la République française, selon laquelle la Cour n'a pas compétence sur la base de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Paris a toujours contesté la compétence de la Cour internationale de justice dans cette affaire en se fondant sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et a accusé Malabo de vouloir paralyser la procédure pénale française contre Théodorine Obiang. Malabo estime également que les autorités françaises n'avaient pas le droit de perquisitionner la propriété de 6 étages de la famille Obiang sur l'avenue Foch. La propriété de Luce, qui dispose d'un cinéma, d'un spa et de robinets en or, serait son ambassade à Paris, ce qui est contesté par la France. Sur ce point, la Cour internationale de justice s'est déclarée compétente. La Cour conclut qu'elle a compétence pour se prononcer sur l'aspect du différend relatif au statut de l'immeuble en tant que locaux diplomatique, compétence qui inclut toute demande relative aux pièces d'ameublement et autres objets se trouvant dans les locaux du 42 avenue Foch à Paris. La Cour devrait se pencher sur l'affaire portant sur le statut de l'immeuble lors de prochaines audiences. Je l'annonçais en titre, 5 personnes ont été tuées mercredi soir à coups de machettes et de couteaux dans l'extrême nord-est du Mozambique. C'était lors d'une nouvelle attaque attribuée aux islamistes. L'information a été rendue publique ce jeudi par la police. Il y a eu une nouvelle attaque dans la province du Cabo Delgado, a déclaré un porte-parole de la police sous couvert d'anonymat. Le même groupe qui avait attaqué des villages voisins s'en est pris à un autre village ce mercredi vers 21h et a tué 5 personnes, a-t-il ajouté. Les assaillants étaient armés de couteaux et de machettes, a-t-il précisé. Ils ont également détruit des maisons. Le drame a eu lieu dans le village de Namaluco, situé à une centaine de kilomètres au nord de Pemba, la capitale du Cabo Delgado. Il s'agit de la 3e attaque meurtrière depuis la fin mai dans la province. La police attribue désormais toutes ces attaques à un même groupe de jeunes musulmans radicaux, connu localement sous le nom d'Al-Shabaab, qui a émergé en octobre dernier. C'est le même groupe que celui qui a attaqué le 5 octobre 2017 le commissariat de police et une caserne de l'armée dans la ville de Mosimbao da Praia, dans la même province du Cabo Delgado. La police et le gouvernement affirment depuis des mois avoir rétabli l'ordre. Mais des violences attribuées à ce groupe continuent à agiter la région, proche des énormes champs gaziers récemment découverts au large des côtes mozambicaines. De nombreux habitants accusent ce groupe, qui prône un islam radical, d'avoir procédé depuis octobre à plusieurs dizaines de rapts, en majorité de femmes, à l'image des enlèvements pratiqués à grande échelle par le groupe islamiste Boko Haram au Nigeria. La crise humanitaire au Soudan du Sud, en guerre, est en train de s'aggraver dans des proportions alarmantes, a mis en garde jeudi à Nairobi Jan Egeland. Le secrétaire général de l'ONG Norwegian Refugee Council, NRC, rentre d'une mission du Soudan du Sud. Images son.
Au Soudan du Sud, je n'ai jamais vu, entendu parler ou été le témoin d'autant d'habitants nécessitant une aide alimentaire dans autant de régions du pays, a déclaré Ejlon lors d'une conférence de presse à Nairobi. Ce qui est différent cette année, c'est que l'insécurité alimentaire s'est étendue à de nouvelles régions du pays, notamment des provinces du Sud, comme celle de Central Equatoria, a-t-il précisé de retour d'une visite de terrain de 3 jours au Soudan du Sud. Je suis très inquiet du fait que nous pourrions avoir une catastrophe totale dans de nombreuses régions de Unity District si nous n'obtenons pas un accès total, si nous ne pouvons pas garantir la sécurité de nos travailleurs humanitaires et si nous n'obtenons pas de ressources des donateurs. Nous avons trop peu d'argent en ce moment et nous avons besoin de la paix plus que tout. Pour rappel, depuis décembre 2013 et le début de l'actuelle guerre civile, 101 travailleurs humanitaires ont été tués au Soudan du Sud. En 2018, 7 millions de Sud-Soudanais vont avoir besoin d'une aide humanitaire en raison des effets conjugués de la guerre et de la crise économique, selon l'ONU. Sans plus de ressources, les gens que nous pouvons atteindre n'auront pas de nourriture, d'eau, d'assainissement ou d'éducation à cause du manque de financement. Ce serait une très mauvaise chose de punir les enfants du Soudan du Sud pour ce que leurs parents et grands-parents ont pu faire en tant que dirigeants. Nous sommes prêts à aider, mais nous avons besoin de plus de ressources, des garanties d'accès et d'un cessez-le-feu. 2 ans après sa partition avec le Soudan du Sud s'est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Depuis, de nombreux cessez-le-feu ont été signés sans jamais être respectés. En Afrique du Sud, malgré ses 77 ans, Clara Maïtse travaille toujours comme forçat à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant. Totalement illégale, son activité l'a déjà conduite 7 fois au poste de police en l'espace de 10 ans. Mais son obstination a fini par payer avec quelques 800 camarades mineurs. Elle vient enfin, pour son plus grand bonheur, d'être légalisée. Reportage. On l'appelle ici une Zamazama. À 77 ans, Clara Maïtse est mineuse de diamants clandestine, ou plutôt l'été, car le gouvernement sud-africain vient tout juste de légaliser la pratique. Une amélioration pour elle qui n'a pourtant jamais eu peur de la clandestinité. Pourquoi j'aurais peur? Cette terre appartient aux Noirs. Je ne peux pas avoir peur. J'ai voté pour Mandela. Cette ancienne employée de maison a été arrêtée 7 fois au cours des 10 dernières années, mais elle n'a jamais eu d'autre choix que de retourner à la mine pour élever ses 11 enfants et nombreux petits-enfants. Clara fait partie d'un groupe de 800 mineurs basé à Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant. Ils ont obtenu la permission de travailler sur un terrain de 55 hectares appartenant à des groupes miniers. Je pense qu'il était grand temps, oui. C'est quelque chose qu'on avait toujours eu en tête et il fallait que cela arrive un jour. Le projet a été piloté par 7 hommes au ministère sud-africain des ressources minérales, un portefeuille clé dans un pays qui s'est bâti sur l'exploitation minière, tant légale qu'illégale. Quand on leur a distribué les permis, on pouvait voir des étoiles dans leurs yeux. Ces autorisations de vendre des diamants apportent un vrai changement dans la vie de ces gens. Et c'est pour cela qu'on est aussi enthousiaste. Elisabeth Louve va elle aussi profiter de ce nouveau statut. Cette mère de famille est devenue une Zamazama en 2013 après son divorce. Jusqu'à la légalisation, elle était l'un des fers de lance de la mobilisation des mineurs. Obtenir ces permis, ça a été miraculeux pour nous. On est tous très heureux. Ces autorisations nous ont offert des opportunités qui nous étaient interdites avant et ça nous a donné confiance en nous. Le mot Zama signifie « tenter sa chance » en zoulou. Une expression qui décrit bien les risques d'un métier difficile où les affrontements entre mineurs, police et compagnies de sécurité pouvaient être d'une grande violence. Mais pour Elisa et les autres, désormais, plus question de risquer sa vie pour pouvoir travailler. C'est sur ces images que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable nuit à chacun et à tous.